Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième jour de congrès. J'espère que tout s'est bien passé hier, que vous avez passé une bonne journée bien complète, une bonne soirée également. On va réattaquer avec une belle journée encore. On va parler de décentralisation ce matin, on va parler aussi de rénovation urbaine, on va parler d'énergie, on aura aussi les trophées de l'innovation HLM qui seront distribués tout à l'heure, cet après-midi, donc une bonne journée. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur la première plénière qui parle de décentralisation. Alors le ministre en a parlé hier, le ministre de la Transition écologique et des collectivités territoriales. On a parlé de choc de décentralisation et c'est ça qu'on va voir puisque évidemment les collectivités sont un point central dans les politiques de l'habitat. Et c'est important d'en parler parce qu'il y a eu pas mal de réglementations fiscales, taxes d'habitation, suppression. On a aussi le zéro artificialisation nette des sols, le fameux ZAN, qui bouscule un peu tous ces équilibres. Alors quel mouvement de décentralisation on peut imaginer? C'est ça ce qu'on va voir avec notre table ronde qu'on commence tout de suite. Et je vais vous présenter mes invités qui vont nous accompagner pour cette table ronde. Marie-Anne Louis, directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat, bonjour. Vincent Jeanbrun, maire de La Haye-les-Roses et porte-parole Les Républicains, bonjour, enchanté. Romain Biessy, secrétaire confédéral de la Confédération syndicale des familles, la CSF. Thierry Repentin, maire de Chambéry, président de la commission logement de l'Association des maires de France. Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole, secrétaire générale de France Urbaine, et Michel Ménard, que je vois par là, président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Vous êtes aussi président du groupe de travail foncier et logement de Départements de France, le nouveau nom de l'Assemblée des départements de France. Bienvenue à tous. Alors je vous rappelle évidemment le principe, vous avez toujours possibilité de poser vos questions par SMS au 06 44 64 65 04, le numéro qui s'affiche, ou par l'appli. Et au fur et à mesure, je reçois vos questions et on essaie de les traiter pour échanger justement sur ce sujet-là. Alors, je voudrais commencer justement peut-être avec vous, Marie-Anne Louis. On voit qu'il y a déjà cette annonce de choc de décentralisation, mais je voulais déjà faire un point sur l'état actuel des choses, sur la situation actuelle des politiques locales de l'habitat, comment les collectivités s'emparent du sujet, qu'est-ce que le mouvement HLM attend justement des élus locaux. Déjà un premier point là-dessus. Oui, alors peut-être sur la façon dont les collectivités locales s'emparent du sujet, je pense que les collectivités seront plus à même que moi pour y répondre, parce que c'est vrai qu'on a ici des collectivités qui sont actives en matière de logement, donc qui pourront décrire pourquoi elles le sont. C'est vrai qu'hier, le ministre a parlé assez longuement de la question de la décentralisation des politiques du logement. On voit que c'est un sujet qui revient beaucoup, et pourtant, il y a déjà un certain nombre de politiques du logement qui sont décentralisées, territorialisées, déconcentrées. Enfin, il y a c'est déjà à l'œuvre. Tous les modes d'articulation avec les territoires sont déjà à l'œuvre. Et puis, il y a encore évidemment des sujets qui relèvent de la puissance nationale. Nous, en tant que mouvement HLM, on n'a pas un avis complètement arrêté sur le sujet. Ce qu'on voit bien, c'est que la question de la politique du logement, en fait, elle est extrêmement vaste. Donc, il y a la question de la régulation économique, du marché du logement, du marché immobilier, ce qu'on peut trouver autour de la question du prix du foncier, les questions qu'on peut trouver autour de la question du niveau des loyers. Alors, il y a les loyers HLM qui sont réglementés, mais il y a aussi la question de l'encadrement des loyers dans le parc privé. Il y a les questions de fiscalité qui vont aussi venir réguler le marché. Les questions de zonage des aides. Donc ça, c'est un premier sujet qu'on pourrait envisager à travers est-ce qu'il faut le décentraliser, à quel niveau. Vous voyez bien que c'est des sujets très différents quand on parle de fiscalité ou quand on parle, par exemple, d'encadrement des loyers. Déjà, rien que sur ce pôle un peu modèle économique et financement, il y a des possibilités qui sont très variables. Après, au sein même de ce pôle-là, on pourrait poser la question du soutien aux ménages modestes pour exercer le droit au logement, ce qui pose la question des APL, ce qui là aussi pourrait se poser à des niveaux, aujourd'hui c'est national les APL, mais si demain elles devaient être décentralisées, si on pose une question d'une aide à la personne, une aide individuelle, ce serait évidemment plus sans doute vers les départements que ça se tournerait compte tenu de la pratique actuelle des départements en matière de politique sociale. Donc ce premier pôle-là, déjà, il y a plein de niveaux possibles. Le deuxième pôle, c'est celui évidemment de la question de la gestion de l'urgence sociale
quand il y a un problème immédiat de logement, hein, les gens qui sont à la rue, soit après des incendies, etc. Enfin, il y a une dégradation du logement, ou au contraire, parce qu'ils sont à la rue. Donc tout ce qui est la mise à l'abri, et puis la question de la gestion de la mixité sociale à l'échelle des quartiers, à l'échelle des villes, à l'échelle des métropoles. Donc là aussi, on voit bien que c'est un deuxième niveau de problématique autour de la politique du logement. Ça pose la question du logement d'urgence, ça pose la question des politiques d'attribution, ça pose la question des politiques de loyer. Et puis le dernier point, qui maintenant fait partie du triptyque pour nous, c'est la question de la transition écologique et de l'évolution du parc dans le temps. Du parc de logements privés comme du parc de logements sociaux. Et là aussi, ça peut très bien être des compétences régionales, ça peut être des compétences beaucoup plus territorialisées, beaucoup plus proches des collectivités. Et toutes les options sont sur la table. Donc ce que je dirais, c'est quand le ministre évoque la question de la décentralisation de la politique du logement, en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup d'axes dans la politique du logement. Et ce qui serait bien, s'il souhaite engager une discussion avec les collectivités, c'est sans doute que cette discussion commence à être un peu sériée et structurée. Ça veut dire que ce choc de décentralisation annoncé, pour l'instant, c'est encore un peu trop vague et il va falloir voir ce qu'on y met vraiment à l'intérieur. Bah oui, je pense qu'il faut vraiment en parler avec les élus, point par point, quoi, hein, tout simplement. Très bien, justement, alors Vincent Jeanbrun, en tant que maire, vous avez un micro devant vous. Justement, pour l'instant, comment ça fonctionne? Et là où vous voyez justement les limites, pour l'instant, de ce mouvement de décentralisation qui s'est un peu arrêté, il y a beaucoup de promesses, comment vous estimez la situation actuelle en tant qu'élu local? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire pour le moment? Bonjour à toutes et à tous, ravi de me retrouver avec vous aujourd'hui. Merci de me donner la parole. D'abord, quand vous me dites comment ça fonctionne, j'ai envie de dire ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, voire pas du tout. Moi, je crois beaucoup au travail de terrain, au fait que ce soit localement qu'on arrive à trouver les meilleures solutions. L'État doit poser un cadre et nous laisser des marges de manœuvre à l'intérieur. Quand vous dites que ça ne fonctionne pas, on en a parlé beaucoup hier, c'est la dynamique, c'est qu'il n'y a pas d'impulsion, c'est qu'on n'a pas de visibilité, c'est ça ou c'est... Alors d'abord, on est soumis en permanence, et je pense que les collègues élus, les collègues maires le constatent chez eux également, à plein d'injonctions contradictoires. On nous demande de construire plus, voire beaucoup plus, et en même temps, vous évoquiez le ZAN, on va nous dire, attention, il faut des réglementations écologiques beaucoup plus importantes, ce qui va empêcher la construction à certains endroits. Donc, injonction contradictoire, pas simple. On parle au préfet, on commence à se mettre d'accord, mais hop, il y a une agence, la DRIL à côté, qui est censée être sous l'autorité du préfet, mais qui en réalité, comme elle est nationale, peut outrepasser les prérogatives. On ne sait donc jamais vraiment qui est l'interlocuteur avec qui on peut avoir une discussion qui avance et des accords sérieux. Et puis surtout, il n'y a pas d'organisation dans toutes les injonctions contradictoires qu'on a à vivre au quotidien. Et ce qui fait que notamment sur l'enjeu qui pour moi est le plus crucial, et vous imaginez bien qu'après les émeutes qu'on a connues cet été, il y a un défi majeur auquel on doit répondre collectivement, c'est la question de la mixité sociale, qui déjà doit se penser à l'échelle des quartiers, à l'échelle des villes, et probablement aussi à une échelle plus grande, intercommunale. Moi je suis élu à La Île-et-Rose dans le Val-de-Marne, j'ai des opérations en rue dans les quartiers HLM où j'ai moi-même grandi, et en fait on voit bien que les différentes instances de l'État vont regarder des tableaux de chiffres sans comprendre que la réalité du terrain fait que, à l'échelle de 7 salles, la rangée centrale, c'est ma commune de La Île-et-Rose, la rangée d'à côté, c'est Villejuif, et la rangée d'à côté, c'est Cheville-la-Rue. Vous avez 3 villes qui se touchent dans un espace comme celui dans lequel nous nous trouvons, et donc les tableaux de chiffres n'ont aucune réalité à ce moment-là. D'où cette nécessité de renvoyer la décision à une échelle beaucoup plus locale, avec le couple préfet-maire, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. L'État représenté par un préfet fort qui a autorité sur toutes les agences à son échelle départementale, et le maire qui co-construit avec lui et les collègues maires éventuellement des villes voisines ce que peut être la transformation, la rénovation urbaine des quartiers, le logement social avec un objectif qui doit être le nôtre, qui est celui du parcours résidentiel, parce que moi j'ai cette croyance, étant moi-même issu du logement social, que le logement social ça doit être une étape dans la vie et pas une fin en soi. Or aujourd'hui on voit bien que la capacité à bouger au sein du logement social, à en sortir, est beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. On a des enjeux collectifs à relever, on en reparlera peut-être dans cette table ronde tout à l'heure, mais on doit pouvoir remettre à plat ces questions-là, et à mon sens le faire à une échelle beaucoup plus locale. La mixité, elle se joue au moment où il y a les attributions.
on doit pouvoir faire beaucoup mieux et beaucoup plus, notamment en faisant confiance aux élus locaux. On doit pouvoir faire beaucoup plus en termes de mixité fonctionnelle, on doit pouvoir faire beaucoup plus en termes de mixité sociale avec des différents produits proposés. Je pense que là-dessus, plus le ministre écoutera les élus locaux, plus on ira dans le bon sens. Et je reviens juste sur ce que vous disiez sur, par exemple, le zéro artificialisation nette des sols. C'est un enjeu dont il faut qu'on se saisisse tous, hein. Ce n'est pas que l'État finalement, mais c'est difficile à gérer pour vous. Ça veut dire d'avoir une trajectoire peut-être pas trop ambitieuse ou de laisser un peu de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce que c'est quelque chose qui est incontournable. C'est pas quelque chose que l'État impose. Alors, malgré tout, c'est nécessaire. Je suis également conseiller régional d'Île-de-France. On vient d'adopter notre schéma directeur environnemental. Donc, soyez assurés que ces préoccupations-là, elles sont au cœur de nos politiques publiques. Il n'y a pas de doute. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir le matin à 9 h une réunion avec quelqu'un qui nous dit trouvez-moi des espaces sur votre commune où il faut construire, 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 et que l'après-midi, on ait une autre agence qui vous dise surtout vous ne construisez pas là, pas là, pas là, pas là. Donc en fait, à un moment donné, on ne peut pas faire porter à l'élu des arbitrages qui sont contradictoires. Donc nous, ce qu'on demande dans ce couple préfet-maire qu'il faut réinstaller, c'est que le préfet soit capable de poser la priorité dans toutes les injonctions sur lesquelles on a. Comment on préserve évidemment la nature, c'est fondamental, mais tout en répondant à cette problématique de construction de logements. Dans ce cas-là, il faut avoir une cohérence. Il ne s'agit pas de juger dans un bureau à des kilomètres de là avec des tableaux et des statistiques. Ça ne fonctionne pas, ou alors ça conduit à ce qu'on a pu connaître cet été, c'est-à-dire qu'on a empilé la misère sur la misère, et objectivement, les résultats ne sont jamais les bons. Donc cette mixité sociale, ça doit être la priorité absolue des collectivités locales, des offices HLM et évidemment du gouvernement. Donc cohérence et puis priorité sur la mixité sociale. Pour moi, c'est fondamental. D'accord. Je me tourne vers vous, Romain Biessy, puisque côté organisme représentant des locataires, on imagine qu'il y a dans cette idée de décentralisation peut-être des peurs sur l'équité territoriale, puisque si on laisse un peu trop la main au local, il peut y avoir des différences d'un territoire à l'autre, certains qui seraient mieux lotis que d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous visualisez ça, vous? Oui, merci. Vous avez bien introduit le sujet. La CSF est toujours partisane de toute politique qui rapproche les acteurs des lieux de décision. Donc, par nature, la décentralisation est plutôt bien vu. Voilà, est une politique qu'on doit mener. Après, c'est les moyens qu'on apporte à cette politique, et c'est là où on attire la plus grande vigilance sur, vous l'avez dit, la cohésion des territoires, sur l'égalité républicaine. Et donc, on attend là un État fort qui puisse garantir les fondements de notre République, et donc permettre d'avoir une politique juste qui défend l'intérêt général pour l'ensemble de toutes les catégories sociales. Et je mets bien l'accent sur toutes les catégories sociales. Il serait dangereux de considérer que l'État se réfugierait uniquement sur une mission à caractère caritatif pour compenser en fait les désordres du marché ou pour soutenir des publics en difficulté. On attend un État régulateur qui s'investisse totalement sur les politiques d'aménagement du territoire et donc qui soit garant d'abord de l'égalité face aux services publics. Moi, quand j'entends parler de décentralisation, à chaque fois, je me rappelle du rapport de la loi Lamy qui faisait un constat qu'on partage, qui était une nécessité de revenir sur une politique de droit commun et une égalité du financement de droit commun avant de commencer à attendre que les crédits exceptionnels, les crédits spécifiques des quartiers politiques de l'asile permettent de faire l'effet levier. Bon, on décline cette philosophie à la fois dans cette politique de décentralisation. Il est donc nécessaire d'avoir un financement. Et actuellement, Bercy épingre et cherche systématiquement par tous les moyens à faire des économies lorsque la situation de crise qu'on rencontre et qui va se renforcer encore plus sur la baisse de production montre que l'avenir va être difficile. Donc pour aller très vite, l'aide à la pierre doit revenir de toute façon sur une préoccupation importante et doit permettre de construire des logements moins chers, y compris sur les catégories plus, c'est-à-dire sortir de cette logique où l'État n'apporterait la solidarité nationale que pour les logements réservés au public les plus démunis, puisqu'on voit que le coût du logement devient excessif sur l'ensemble des couches
social et que Ça donc, touche tout le monde. ça coûte trop cher, Ouais. ça pénalise le pouvoir d'achat et donc ça a un impact sur le développement et sur la croissance, puisque c'est quand même c'est une dépense contrainte. Et c'est une dépense. Alors, je mets un bémol sur le bailleur social qui est un acteur contracyclique et qui contribue à faire vivre énormément d'activités économiques autour de lui. Mais lorsqu'on est sur un bailleur privé, c'est une dépense contrainte et le bailleur privé n'a pas la même capacité de faire vivre autour de lui l'ensemble des acteurs économiques. Après, je voulais revenir sur la question de la mixité. Elle est déterminante et elle doit passer aussi sur le courage politique des collectivités à se mettre autour de la table et à avoir une discussion profonde sur les politiques de peuplement. Là encore, la loi Lamy a été précurseur en la matière et a commencé à mettre en place des dispositifs où ces questions devaient être débattues et des arbitrages devaient être mis en place. Là aussi, il y a un manque de moyens pour obtenir les objectifs. Et puis sur la question du maintien dans les lieux, la CSF estime et reprend une phrase qui a été donnée dans un livre récemment, le maintien dans les lieux est un acquis de civilisation. Et donc la CSF se bat pour faire du logement social, non pas un logement exceptionnel dans un parcours de la vie, mais pour un logement comme tous les autres logements. C'est-à-dire que c'est une offre que la République propose en fonction des revenus, en fonction des difficultés des territoires à proposer une offre de logement abordable pour tous. Quand le privé est trop cher, on ne peut pas demander à un locataire HLM. Le seul avenir que tu as, c'est acquérir un logement en accession sociale ou avoir l'injonction de dire bah, fais de la place parce qu'il y a le suivant qui doit venir. C'est un maillage qui est pris dans l'ensemble de l'offre de logement, y compris avec le privé, et le maintien dans les lieux est un acquis fondamental. Et il est cynique de penser que la gestion de la pénurie se ferait uniquement sur le tri des locataires en place. Il est donc nécessaire de renforcer des politiques de production, il est nécessaire d'accompagner les politiques de rénovation, et il est nécessaire de redonner tous les moyens au logement social pour garantir sa fonction généraliste. Alors, je m'éloigne un petit peu du sujet de la décentralisation, mais on est lié. Quels moyens on donne aux collectivités pour pouvoir fournir ce service public de qualité? Et donc, si l'État est pas l'État doit assumer son obligation d'abonder les fonds, de traiter ces dettes de dotation locale et de soutenir les collectivités par une répartition juste de l'impôt. Parce que je voulais finir ma conclusion, non pas du débat, mais de cette séquence dessus. Il est très dangereux de mettre des territoires en concurrence les uns par rapport aux autres. Et donc on a des territoires qui sont attractifs sur des activités économiques, des territoires qui sont plus en déclin d'activité économique, parce qu'ils sont spécialisés soit sur une ruralité, soit sur une maison, sur un accueil d'un public retraité. Les richesses sont réparties de manière différente sur les territoires. Prélever l'impôt, laisser à l'acteur de la collectivité prélever uniquement l'impôt pour financer ses politiques serait excessivement dangereux, surtout avec le développement des métropoles qui a tendance à récupérer finalement tout. Et donc il y a bien nécessité qu'elle redistribue autour d'elle, mais on dépasse la notion de métropole, on dit c'est l'État qui doit être garant, et donc on appelle une décentralisation forte, mais avec un État fort. D'accord. Donc les deux, c'est-à-dire un équilibre entre les deux pour ne pas créer d'inéquité territoriale. Je vous fais réagir, Nathalie Appéré, puisque je vois que vous dodelinez de la tête juste avant de parler avec Michel Ménard de la suite. Mais sur les métropoles, je vous ai vu un peu... Alors, pour le coup, en plein et total accord avec la vision qui vient d'être défendue par la CSF. Donc un État fort, mais une décentralisation qui permet aux élus locaux d'agir. Le logement n'est pas un bien comme les autres. Le logement est une vraie question de solidarité nationale. Avoir un toit sur la tête, c'est la première des dignités. Et l'État doit être garant, fort, investi. Les collectivités ne sont pas vertueuses par nature et il est normal que l'État fixe des attendus. Et on pourra revenir sur les périmètres de décentralisation, mais s'il s'agit, de décentraliser par principe
des moyens inexistants, je ne vois pas bien comment on répond à la crise. Les enjeux, c'est produire plus, produire moins cher. Si c'est uniquement dire on va transférer quelques aides à la pierre, qui par ailleurs ne sont plus de l'État aujourd'hui, hein. Les aides à la pierre, c'est Action Logement et la CGLLS. Donc je veux bien qu'on puisse faire des grandes déclarations sur le fait que ça constituerait une décentralisation. Décentraliser du rien, ça ne fait pas une réponse. Donc c'est le premier élément, c'est pourquoi faire. Ensuite, je pense en revanche que la territorialisation et donc la décentralisation peut être une bonne réponse, parce que si je dodelinais là sur les métropoles, voilà, est-ce que les métropoles récupèrent plus? Voilà, c'est simplement parce qu'on leur prête quelquefois quelques des ambitions, caractéristiques. Peut-être. Non, on leur prête d'être grosses et donc riches. Et donc qui attire un peu... Chacun sait bien que les situations, et le président ne l'a pas dit, chacun sait bien que les situations sont beaucoup plus contrastées et que la réalité, c'est que 2/3 des pauvres, si je prends une définition liée aux revenus, sont dans les villes de plus de 100 000 habitants aujourd'hui, et que l'essentiel des quartiers d'habitat populaire, l'essentiel des situations de précarité sociale sont dans les villes. Et le 10 ans, ce n'est pas une manière de s'opposer à la question du rural, c'est juste constater qu'il y a des besoins différents, qu'il y a des zones qui peuvent être tendues, des zones qui peuvent être moins tendues, que les réponses peuvent être différentes. Et c'est pour ça que, pour notre part, nous avions poussé les logiques de différenciation. On comprend l'interrogation aussi de Romain Bessy, puisque même ne serait-ce que tout ce qui s'est passé dernièrement avec les mouvements des Gilets jaunes, des choses comme ça, on a compris qu'en termes d'aménagement du territoire, on avait une focale très forte sur les métropoles et que peut-être il y avait d'autres territoires dont il faut s'occuper, mais c'est pas si... c'est pas si... C'est les uns et les autres. Voilà, c'est pas une opposition. Je dis simplement c'est les uns et les autres, et la différenciation, tout à fait. Pas en opposition. C'était censé permettre ça. La loi 3DS est venue introduire notamment cette idée d'autorité organisatrice de l'habitat, qui était une manière de dire l'État, en théorie, l'État doit pouvoir être exigeant, mais par contre, il doit pouvoir s'appuyer sur des territoires pour mettre en œuvre, et mettre en œuvre de manière différente selon les configurations territoriales. Les AOH dont on a beaucoup dit qu'elles étaient des coquilles vides, c'est ce qui est vrai par ailleurs. Il n'y a rien que ça ne donne dans pas, la loi. C'est une compétence, mais il n'y a pas de moyens associés. Pour l'instant, ça en reste à ce aujourd'hui niveau-là. une coquille qui aurait pu être remplie. Juste quand même pour l'anecdote, parce que je vous avoue être assez amère sur cette question. La seule obligation législative et réglementaire qui était liée au fait d'être AOH pour l'État était une consultation obligatoire en cas de zonage. Il se trouve que je représente un territoire qui a été la deuxième AOH labellisée. Il y a eu Brest d'abord. Donc vous aviez des attentes? Et puis il y a eu Rennes ensuite. Il y a un décret qui est paru la semaine dernière sur le zonage flash. J'ai appris comment nous étions zonés par la Fédération des promoteurs immobiliers. J'aime beaucoup la FPI, on travaille très bien avec la FPI. Je considère que le premier acte du gouvernement en matière de différenciation sur le zonage aura été de ne pas consulter des AOH. Au passage, on avait fait quelques innovations locales sur ce qu'on appelait un Pinel breton pour redistribuer les questions fiscales, avoir plus d'équilibre territorial, précisément ne pas opposer les ruraux, les urbains, essayer de travailler à la réponse aux besoins. Nous n'avons pas été consultés sur ce zonage, et ce qui nous montre bien qu'au-delà des discours et des intentions, pour qu'il y ait une véritable décentralisation ou différenciation, on aura besoin à la fois d'objectifs clairs et puis surtout d'un vrai dialogue qui puisse être respectueux. Et aujourd'hui, c'est pas faute, et je pense que mes collègues de gauche on va les faire intervenir justement en témoigneront. C'est pas à défaut d'avoir fait des propositions, d'avoir participé à je ne sais pas combien d'ateliers, de réunions, de CNR, de conférences de consensus, de discussions. Toutes les propositions de ce point de vue sont sur la table, et effectivement on est aujourd'hui dans l'attente de formalisation et de réponse. Michel Ménard, j'avais envie de vous faire réagir justement parce que vous, en tant que département, vous êtes demandeur, ce statut d'autorité, ça marche, le micro marche, vous le mettez bien sur le menton, ce statut d'autorité organisatrice de l'habitat qu'on peut voir comme coquille vide, qui pour l'instant a déçu par le côté non consultatif, voilà, de ne pas être consulté sur le zonage notamment. Vous considérez que c'est bien, que c'est
c'est important pour vous d'avoir ce statut-là et votre département a un rôle d'impulsion vraiment sur le côté, sur le logement? Oui, les départements revendiquent la possibilité de devenir autorité organisatrice de l'habitat. Alors pourquoi? Quel intérêt vous y voyez, puisque il y a un D'abord effet parce que c'est déceptif. complémentaire avec ce que font les métropoles. Il y a des métropoles qui sont autorités organisatrices de l'habitat, mais ça ne couvre pas l'ensemble du territoire. En Loire-Atlantique, il y a plus d'habitants hors métropole de Nantes que sur la métropole. Et donc, il faut pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. C'est une question d'équité territoriale. Et donc, nous revendiquons la possibilité d'être autorité organisatrice de l'habitat avec des moyens qui vont avec. Alors justement, il y a une question exactement dans ce sens, c'est décentraliser, décentraliser. L'État en parle toujours quand les moyens financiers manquent. Il y a un peu toujours cet inconnu sur les moyens, parce qu'on a beau décentraliser, s'il n'y a pas grand-chose à la base. Oui, moi je suis pour un choc de décentralisation et je suis pour un choc de financement. D'accord, il faut qu'il y ait les deux. Il faut le choc de financement aussi, il faut que les financements soient à la hauteur. Et malheureusement, c'est vrai que je comprends que beaucoup de gens soient dubitatifs parce que à chaque fois qu'il y a eu des lois de décentralisation, les transferts de financement étaient faits à l'euro près. Alors, d'une part, si je prends le RSA, le transfert à l'euro près, maintenant, ça se traduit pour le département de Loire-Atlantique à hauteur de 48% de financement de l'État et le reste, c'est sur le budget direct du département. Et puis, j'ai entendu le ministre, et ça m'inquiète évidemment, parce qu'il a dit avec transfert des crédits qui vont avec. Et comme depuis des années, et particulièrement depuis 2018, il y a eu des diminutions extrêmement importantes du budget logement de l'État. Ça veut dire qu'il nous transférera les charges, les compétences et les charges, mais pas les moyens. Plus de recettes. D'accord. Parce que quand même, il y a eu la RLS qui est passée par là, il y a eu la TVA à 10%, il y a, Nathalie Appéré vient de le dire, l'absence de tout financement d'aide à la pierre directement par l'État. Alors donc évidemment, il y a la CG2LS et Action Logement qui participent encore, mais enfin, quel financement en face? Parce que si c'est pour que dans quelques années, on dise la politique du logement, ça ne fonctionne pas et c'est de la faute des collectivités locales, nous ne sommes pas d'accord. Il faut dès maintenant exiger des financements en contrepartie. Thierry Repentin, justement, je vous fais rebondir là-dessus. Vous avez aussi cette crainte, hein, c'est bien de décentraliser, mais attention que ça ne soit pas un moyen de l'État de se déresponsabiliser, de mettre la responsabilité, comme vous l'avez dit, Michel Ménard, sur le dos des collectivités. Quand le gouvernement s'exprime à l'égard des élus locaux en parlant de décentralisation, ça sonne spontanément positivement aux oreilles des élus, car ils se disent c'est la capacité que nous pouvons avoir d'adapter aux spécificités territoriales nos politiques publiques. Donc la stratégie de communication est bonne vis-à-vis des élus. Mais je voudrais dire deux choses avant de parler de la décentralisation. La première chose, c'est que on ne peut pas parler de la décentralisation sans dire qu'il est nécessaire dans notre pays d'avoir un nouveau modèle économique et financier qui soit favorable à la production et à la réhabilitation des logements en France, qui marque une relance de l'engagement de l'État qui, c'est vrai, au cours des dernières années, s'est désengagé de ces sujets. C'est un préalable, je le dis bien, c'est un préalable avant de discuter de la décentralisation. C'est la première chose. La deuxième chose, parce que chaque mot a un sens dans les politiques du logement, je veux dire aussi ici que l'AMF, les maires de France, sont totalement opposés à une décentralisation des politiques d'hébergement, du DALO, des politiques migratoires. Donc ça doit rester au niveau de l'État. Absolument, ce sont des politiques régaliennes. Et si je dis cela, c'est que dans un sujet où personne ne voit vraiment les frontières, on peut aussi profiter de ce débat dit de la décentralisation pour refiler un paquet aux collectivités locales. Ensuite, donc, le modèle économique et financier, il faut le revoir. Après, on peut parler de décentralisation. Et les maires, ils doivent pouvoir effectivement exercer leurs compétences décentralisées dans les meilleures conditions possibles. Je suis maire, j'assume une politique du logement, mais je sais aussi que je l'exerce dans le cadre d'une République qui doit assurer l'équité territoriale en matière de logement partout. Et donc je suis paradoxalement
pour que l'État, néanmoins, garde un certain nombre de règles qui fassent que dans les zones tendues, vous ayez par exemple 20% de logements sociaux, dans les très tendus 25% de logements sociaux, parce que si on décentralise par exemple ceci, il y a un certain nombre d'opérateurs dans la salle qui ne construiront plus un logement social, car on aura décentralisé, y compris cette compétence-là, et que certains maires qui n'ont pas forcément beaucoup d'appétence pour le logement social diront « Ah mais maintenant, c'est plus l'État qui dicte, c'est à nous de dire quelle est la bonne solution. » Faisons très attention sur les conséquences à terme. Et on ne parle que de décentralisation du politique du logement aujourd'hui, uniquement de celle-ci. À un moment où notre situation sur ce sujet-là est assez catastrophique. On a parlé il y a quelques années du choc de l'offre. Donc pour vous, c'est un mauvais signal, du coup, ce signal qui était vécu comme positif est peut-être un mauvais signal, puisqu'on parlait plus globalement d'un acte de décentralisation plus général. Nous avons vécu, madame, le choc de l'offre en matière de logement. Nous avons été choqués, si on fait le constat. Oui. Et on parle aujourd'hui d'un choc de décentralisation des politiques du logement. Il faut être très, très vigilant. Ce qui ne veut pas dire que les maires sont contre une décentralisation, mais une décentralisation qui se traduise, par exemple, par le fait que la loi nous donne la capacité, par exemple, d'encadrer les prix du foncier, là où nous estimons que c'est nécessaire, que nous puissions discuter avec le représentant de l'État des zonages, ces fameux zonages A, B, C ou 1, 2, 3. Donc être consulté. Absolument. Là où il y a des spécificités territoriales, que nous puissions améliorer la taxation sur les logements vacants pour remettre dans le parc des logements qui sont inoccupés ou occupés quelques semaines par an. C'est ça une vraie décentralisation. Mais abandonner la politique du logement en déresponsabilisant l'État et en mettant les maires seuls face à la population et un échec à terme, ça n'est pas acceptable. Et donc il faut aller dans le détail de ce qui est proposé. Il ne faut pas signer un chèque en blanc. Je suis désolé à l'égard du gouvernement si je suis un peu dubitatif, mais on a trop vu le désengagement de l'État pour se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas derrière cette belle idée une façon de se désengager totalement. Qui payera les APL? Qui délivrera les agréments? Quand on nous dira, ben non, vous faites avec 50 000 agréments parce qu'il y a moins de recettes de TVA et qu'on doit se répartir les 50 000 sur nos différents territoires, on sera aussi dans une pénurie de la construction. Donc, allons-y, ligne par ligne, si vraiment l'État est sincère. Donc c'est ça un peu, il y a une question qui revient à ce que vous disiez, c'est quelle serait une autorité organisatrice de l'habitat idéale dans 5 ans, 10 ans? C'est ça, c'est maîtriser le foncier, c'est pouvoir avoir la main sur ça. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre, peut-être Michel Ménard, puisque vous attendez un statut un peu complet là-dessus. C'est maîtriser le foncier, c'est de pouvoir agir sur le zonage, parce qu'on voit bien que cette question est cruciale, et sur un même territoire, une même communauté de communes, il peut y avoir des réalités très différentes d'un bout à l'autre de la communauté de communes, d'une commune à l'autre. Et donc nous avons cette connaissance au niveau des territoires pour pouvoir agir de façon la plus précise. Et par exemple, moi il se trouve que je suis président d'un OFS et les financements de la Banque des territoires sont différents en fonction du zonage. Eh bien, dès lors qu'on n'est pas dans le bon zonage, il faut aller négocier programme par programme avec la Banque des territoires pour avoir des financements. Et donc, si on avait cette capacité à agir sur le zonage, on pourrait se mettre d'accord à l'échelle du territoire et ensuite, ce serait fluide. Donc, on a la possibilité de mieux faire quand on connaît mieux le terrain. De la même manière, nous avons pris, nous, au niveau du département de Loire-Atlantique, la délégation d'aide à la pierre, c'est applicable depuis le 1er janvier 2022, nous avons augmenté les agréments de 15% par rapport aux 5 dernières années. Donc, quand il y a une... Alors là, ce n'est pas une décentralisation, c'est une délégation qui nous est confiée par l'État, eh bien, on peut être plus proactif et agir plus vite. Alors, il y a une question quand même qui dit mixité, solidarité, ZAN. Parle de zéro artificialisation nette des sols. Beaucoup de collectivités n'en veulent pas. Comment leur forcer la main? Je reviens sur, justement, on en parlait, Vincent Jeanbrun. Comment on fait pour, justement, qu'il y ait cet équilibre quand même de ces politiques-là qui soient appliquées au niveau local? Écoutez, moi, ce n'est pas forcer la main, mais il faut déjà regarder comment on peut construire, urbaniser différemment. Déjà, on peut redensifier les centres-villes. C'est la densification, la réponse? Non, la densification, mais ce n'est pas un gros mot, parce que les villes, les communes étaient plus denses que ce qui s'est fait les 40 dernières années.
On a fait des lotissements un peu partout en s'étendant sur la campagne. On peut redensifier et nous, au niveau du département, grâce à la délégation d'aide à la pierre, on vient bonifier des programmes en centre-bourg, en centre-ville, pour que ces logements soient remis en service. Et donc ça, c'est un enjeu important. Après, il faut regarder quels sont les terrains disponibles. Et on peut regarder dans toutes les communes. Il y a plein de terrains artificialisés. Si on pense différemment l'aménagement du territoire, avant d'aller consommer de nouveau des terres agricoles et naturelles, on en a pour des décennies à pouvoir construire du logement, sur des terres déjà artificialisées. Des entreprises sur des terres déjà artificialisées, parce qu'il y a des parkings souvent à perte de vue. Regardons autour des centres commerciaux. Est-ce qu'un centre commercial qui est en périphérie d'une ville, avec un parking immense, ne peut pas être restructuré pour amener des services, du logement et de la qualité de la vie? Nathalie Appéré, même avis, c'est la densification. Est-ce que c'est possible justement de gérer l'équilibre entre le ZAN et puis le besoin de construction et le besoin en logement? Non seulement c'est possible, mais c'est obligatoire. C'est la trajectoire. Sur cette question du ZAN, chacun sait que la trajectoire d'artificialisation des terres agricoles n'est juste pas tenable et que dans ce cadre-là, il faut pouvoir harmoniser les ambitions écologiques et climatiques qui sont indépassables avec les questions de justice sociale par ailleurs. Mais je dirais que ce que nous revendiquons et de manière unanime, j'insiste là-dessus, c'est important de manière unanime, parce que souvent, quand on parle décentralisation, c'est assez pratique pour l'État parce que les associations d'élus se pouillent en étant entre niveaux de collectivité, pas d'accord, pour dire ah oui, mais il faudrait plutôt que ça soit au bénéfice ou des intercos, ou des maires, ou des départements, ou des régions. Là, nous avons tous assisté à des rencontres où on a le même discours. Et on dit ce qu'il faut, c'est passer contrat. C'est d'abord, puisque les uns et les autres sont unanimes sur les constats en matière de crise du logement, ce qui n'est pas rien quand même, ce qui veut bien dire que chaque jour qui passe, on s'enfonce un peu plus dans cette crise qui est une crise de la production et une crise de la solvabilité de la demande, avec plein d'éléments qui sont difficilement maîtrisables, et c'est le cas de l'inflation ou des taux d'intérêt, évidemment, et d'autres éléments qui sont eux, maîtrisables parce qu'ils sont en germe depuis des années dans ce qu'est une politique de désinvestissement public en matière du logement. Donc on est d'accord sur les constats, on est d'accord sur ce qu'il faut faire. Après, on passe contrat pour se dire territoire par territoire combien il faut produire, combien il faut rénover, avec quels outils. Et Thierry Repentin a raison de dire c'est du ligne à ligne qu'il faut pouvoir faire. Parce que de ce point de vue, la décentralisation, elle va être une méthode. Elle ne peut pas être. Il y a une question qui est en écho à ce que vous dites, c'est on a une planification écologique depuis peu. Est-ce qu'on ne peut pas avoir la même chose sur le logement? C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on y voit clair au niveau national et territorial les responsabilités, et puis qu'on puisse projeter un petit peu ça. Avec exactement la même question que la planification écologique, à savoir quels moyens on est prêt à y consacrer. Et comment est-ce qu'enfin on admet dans ce pays que le logement génère 88 milliards de recettes fiscales, là où les dépenses liées au logement sont un peu inférieures à 40 milliards, et qu'il y a donc bien un secteur qui ne coûte pas un pognon de dingue, mais qui, au contraire, rapporte énormément au budget de l'État. Rapporte énormément sans qu'on soit capable de dire comment est-ce qu'on peut utiliser cette manne qui à un moment risque de se tarir pour autant, parce que si le secteur est bloqué, ça va être beaucoup moins facile. Et puis il faut le faire redémarrer. Et comment, en fonction de ça, on fait redémarrer un secteur pour répondre aux besoins tout simplement. Et les collectivités, elles ont une part de l'intérêt général, elles ne sont pas vertueuses par nature, et on a besoin de la loi SRU, évidemment, on a besoin d'un certain nombre d'outils, on ne veut pas, et je pense que de fait Thierry a eu raison de le redire, on ne veut pas que les questions d'hébergement extrêmement liées à la question migratoire constituent un paquet cadeau, parce que ça on n'y arrivera pas. On ne veut pas non plus, et je me permets de le dire devant le congrès HLM, d'une vision résiduelle du logement social, où on considérerait qu'on abandonne la dimension universaliste qui est consubstantielle de la mixité dans les quartiers.
et pour n'avoir plus que du logement d'abord, un logement résiduel et de l'intermédiaire d'autre part. Parce que aujourd'hui, les réponses de l'État sont logement d'abord et logement intermédiaire. Nous redisons, si nous contractualisons en matière de décentralisation de la politique de l'habitat, c'est avec une vraie vision exigeante d'un logement social universaliste. Romain Biessy, vous vouliez réagir justement sur cette question? Oui, c'est ça. Alors, l'universaliste, le généraliste, c'est important de le rappeler, parce qu'on sent que la forteresse est assiégée au fur et à mesure, et ça gratte un peu partout. Non, moi je voulais rebondir sur justement cette conversation sur le modèle, et puis sur les éléments macro. On est de toute façon confronté à une énorme difficulté, et on est dans le mur, parce que on peut observer plein d'éléments paradoxaux. D'un côté, le modèle HLM s'est construit jusqu'à maintenant toujours sur l'équilibre d'opération, et c'est ça qui lui a permis la pérennité et la solidarité de génération en génération. Actuellement, on a une autre obligation tout aussi importante qui est en fait la nécessité carbone. Et donc on doit dégager un modèle qui à la fois maintenant repose sur l'équilibre d'opération et la nécessité carbone. Et ce modèle est financé comment? Il est financé par de l'autofinancement, puisque l'État s'est désengagé. Et quand on est dans le débat sur la décentralisation, les collectivités, elles, arrivent à avoir de l'argent parce que l'impôt sur l'habitat leur rapporte de plus en plus et permet de se substituer au désengagement de l'État, y compris sur les collectivités. Et quand on pousse encore un petit peu plus loin le raisonnement, on s'aperçoit que toute la chaîne est grippée parce que le logement est trop cher. Donc ça repose sur des éléments paradoxaux qui mettent sous tension l'ensemble de la chaîne. Et à un moment, qui manque au rendez-vous? La solidarité nationale, l'État. C'est-à-dire que moi je rappelle systématiquement que si on arrive à faire des politiques de peuplement, mais aussi si on arrive à accueillir des publics les plus en fragilité, c'est parce qu'on a construit jusque dans les années 80 des logements sociaux avec des prix, des sorties de loyer faibles, parce que l'État mettait l'argent à hauteur de moyens sur la table pour sortir des opérations avec des prix d'équilibre et des prix de sortie de loyer beaucoup plus faibles, et qu'actuellement le désengagement financier de l'État, comme conséquence de se faire des prix de sortie trop hauts, où on ne peut pas accueillir les publics qui sont le plus en difficulté. Donc heureusement qu'on a encore un patrimoine qui a été construit avec de la solidarité nationale, et en même temps quand on le rénove, on fait augmenter les loyers. Bon, toute cette chaîne de paradoxes, on la constate, et à chaque fois on revient sur la même conclusion, mais il manque l'argent de l'État pour mettre du souffle, de l'air, et permettre d'avoir en fait une offre moins chère, et puis après il manque aussi le courage de l'État qui a quand même pas tellement soutenu la loi Duflot sur l'encadrement des loyers, et qui nécessiterait d'avoir un débat idéologique fort sur est-il nécessaire d'avoir un logement cher? Parce que si on se compare avec les autres pays européens, la rente liée au capital immobilier n'est pas la même sur tous les territoires européens. Et donc, d'un côté, courage politique pour descendre le prix de la valeur immobilière trop chère, et puis nécessité financière de l'État de remettre de l'argent sur la table pour dégripper le système. Parce que partout, je vois des murs. Il y a une question intéressante, Vincent Jeanbrun, peut-être aussi en tant que votre rôle de porte-parole des Républicains, puisque vous voyez le logement de manière plus large, du coup, dans ce mouvement de décentralisation, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Il y a une question intéressante qui dit la décentralisation du logement, est-ce que ça ne porte pas en germe le démantèlement de l'Agence nationale de rénovation urbaine et de l'ANA aussi, de l'Agence nationale de l'habitat? Donc ça fait écho à des questions plus globales. Est-ce que pour vous, décentralisation, il y a ce risque, enfin il y a cette idée-là que ces questions d'habitat ne soient plus gérées du tout au niveau... Enfin là, vous plaidez tous pour un équilibre entre des responsabilités au niveau de l'État et des responsabilités au niveau des territoires. Et il faut conserver cet équilibre. Ce que je disais simplement, c'est que, encore une fois, je pense qu'il faut que la puissance de l'État, elle soit dans la proximité
et de fait que ce soit sous l'autorité du préfet. Moi j'ai assisté à des réunions où effectivement vous aviez le préfet qui disait blanc et le délégué de l'ANRU qui disait noir. Et donc 6 mois, 8 mois, 10 mois de blocage sur les quartiers en rénovation urbaine dans ma commune parce que le délégué de l'ANRU n'était pas sous autorité du préfet. Et donc ça a été des combats, et en plus sur des choses, pardon, mais tellement anecdotiques, pour savoir si l'angle de giration de la piste cyclable était pas trop dur. Et c'était vraiment de ce niveau-là. Donc à un moment donné, il a fallu qu'on aille avec le préfet jusqu'au préfet de région, rencontrer le président de l'ANRU. Enfin bref, c'est des choses qui sont impossibles. À un moment donné, il faut que l'État puisse s'exprimer à un moment donné d'une seule voix et que toutes les agences soient dans la proximité, sous autorité du préfet. C'est ma conviction. Et si vous me permettez d'un mot, pour revenir sur la question de la mixité, parce que pour le coup, là on a peut-être une divergence de point de vue. Moi, j'ai grandi dans une barre HLM de la commune de l'Haye-les-Roses et je suis heureux qu'avec mes parents, on ait bénéficié de cette solidarité nationale, mais il y avait une conviction, c'est que le but, à un moment donné, c'était de pouvoir le libérer. Donc pas tout à fait de ce côté mouvement. Généraliste, j'ai plus de mal. Qu'on ait cette volonté dans la République française de dire que, vous aviez raison de le dire tout à l'heure, c'est le premier des droits, la première des dignités d'avoir un toit sur sa tête, et donc on tende la main à celles et ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à se loger dignement, ça me paraît essentiel. En revanche, dire à quelqu'un votre destin est, quoi qu'il arrive, d'habiter toute votre vie dans ce logement social dont vos enfants hériteront, je ne crois pas que ce soit l'objectif de la République. C'est pas tout à fait comme ça qu'on a entendu le message. C'est-à-dire que si je n'ai pas la possibilité, j'ai ce droit en tout cas. Bien entendu, mais ça veut dire qu'on doit peut-être aussi se donner les moyens d'aller un peu plus loin. Moi, je ne crois pas au logement social à vie. Je crois qu'au contraire, il faut être capable de faire comme dans le privé, de se poser la question tous les 3 ans, 3, 6, 9, comme dans le parc privé, en reposant le contrat avec la famille qui occupe le logement social. C'est vrai, évidemment, pour savoir si le contrat a été rompu de leur côté en termes de nuisances, en termes de problématiques générées dans le quartier, parce qu'il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui paye honnêtement son loyer, qui travaille et qui ne peut pas se loger dans le privé, libère ton logement parce qu'il y a la file d'attente. En revanche, il peut y avoir des familles qui pourrissent la vie de tout un quartier, de tout un immeuble, et là, pour le coup, elles occupent, à mes yeux, on peut être en divergence là-dessus, un logement qui pourrait aider une famille monoparentale à s'en sortir. Et moi, je le vois tous les jours en tant que maire, il y a des injustices profondes parce qu'on n'est pas en capacité de remettre le contrat sur la table tous les 3, 4, 6 ans. Ça me paraît fondamental, cette notion-là, elle est pour moi prioritaire. Qu'est-ce qu'on veut faire du logement social? Et puis après, moi je crois aussi, y compris peux faire pour réagir les... juste, oui, mais je pense que ça ira dans le même sens, la réaction sera double. Moi je pose la question du parcours résidentiel des personnes, des familles, mais le parcours de la résidence. Est-ce qu'on peut aussi se poser en France la question de dire, à un moment donné, une résidence HLM, quand elle est construite, on lui donne une destinée sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, et on se dit qu'à terme, elle aussi, elle sortira du social. Ça veut dire que quand on a cette logique-là, on ne construit pas pareil. Alors je vois des réactions on est là pour dans les visages qui demandent ce que... Voilà. Thierry Repentin, peut-être un commentaire sur... Et je dois juste dire que partout on a fait ça, et je ne sais pas si mes collègues élus ont vécu ça, mais quand on vend des logements sociaux, comme je peux le faire à l'Haye-les-Roses, notamment avec le groupe Quadral qui est présent, je crois, ici au salon, ça change la physionomie de la résidence, alors même que c'est les locataires qui ont acheté. Donc c'est les mêmes familles, mais c'est plus la même résidence à terme. C'est l'évolution d'un logement social. Thierry Repentin, oui. Peut-être aussi j'aimerais, Marianne, que vous réagissiez sur ça, sur les évolutions de statut, et puis Romain aussi qui fait... Sur deux ou trois sujets. Alors moi j'ai une vision aussi, comme Nathalie Appéré et d'autres, une vision assez universaliste au sens où... Mais c'est là aussi où on voit la difficulté de la décentralisation, parce que, nous avons croisent les idées politiques quelque part aussi, les visions différentes du logement et de ce qu'on peut en faire. C'est là peut-être que c'est plus compliqué, parce qu'on parlait d'équité territoriale, et la politique traverse aussi tout ça. Oui, mais les choses sont assez simples. Pourquoi moi je souhaite une vision universaliste? C'est qu'on a besoin dans le parc du logement social, de familles à typologie différente. Le parc social ne doit pas être exclusivement pour les plus démunis de nos compatriotes. Nous avons besoin d'un équilibre de peuplement dans le parc avec des familles très modestes et des classes moyennes. C'est aussi comme ça
que les choses vivent bien. Il faut un équilibre. Donc c'est une vision universaliste. C'est ça. C'est pas restrictif pour les plus précaires. Les plus précaires doivent avoir leur place à travers les PLAI, mais on doit faire aussi du PLS. La seconde chose, c'est évidemment personne ne veut contingenter ou maintenir à vie une famille dans le parc HLM. Encore faut-il qu'il puisse en sortir. Et je reviens à mon modèle économique du début. C'est que si vous voulez favoriser ce qu'on appelle le parcours résidentiel d'une famille qui rentre dans le parc HLM, qui va peut-être ensuite partir dans le parc privé locataire ou accéder dans la propriété, encore faut-il qu'il y ait la production qui le permette. Il y a une question exactement sur ça, c'est comment sortir d'un logement, d'un logement du secteur social si en parallèle il n'y a pas d'ascenseur social et la possibilité. Donc c'est le lien entre logement et économie. De loyer dans le parc privé ou d'accession à la propriété qui soit compatible avec le pouvoir d'achat de celles et ceux qui sont dans le parc HLM. Et c'est pour ça que les choses sont compliquées. On ne peut pas regarder uniquement le parc HLM, il faut regarder tout le modèle économique de la filière du logement. On a besoin donc d'un prêt à taux zéro qui solvabilise les gens lorsqu'ils veulent devenir propriétaires. Qu'on ait des APL qui soient suffisamment solvabilisantes pour sortir aussi du parc HLM. Alors moi aussi, je vends une part de mon parc, mais je le vends aussi parce que je suis obligé, parce que je n'ai plus de ressources pour construire de nouveaux HLM. Et cette année, je vous donne un exemple très concret, madame, parce qu'on parlait du choc de l'offre. Moi, ça se traduit par le fait que dans ma ville, cette année, dans les CALEOL, c'est-à-dire les commissions d'attribution du logement, je fais rentrer 50% de moins de familles de Chambériennes qui veulent accéder au parc de logements HLM parce qu'on est incapable de continuer à construire suffisamment massivement. Et c'est des familles que vous allez retrouver dans du parc social de fête, dans le parc privé, des fois dans des conditions totalement indignes, qui vont d'ailleurs payer plus cher qu'elles n'auraient payé dans le parc HLM. Donc il faut dire les choses clairement. D'accord. Je voudrais, Marianne, sur justement l'idée de recycler, enfin, que les logements sociaux deviennent, dans leur parcours, d'autres résidences. C'est un autre parcours. Qu'est-ce que vous en pensez côté mouvement HLM? Peut-être d'abord, je voudrais revenir sur cette question du parcours résidentiel et de l'exemple que vous avez pris, et puis de ce que disait Thierry Repentin. Parce que je crois qu'il s'est passé quelque chose ces 30 dernières années. Je ne sais pas quel âge vous avez plus jeune que moi. Mais voilà. Mais bon, on ne va pas être sur les choses de très, et vous êtes à l'Île-et-Roses, donc c'est le marché Île-de-France. On connaît le prix de l'immobilier à l'Île-et-Roses aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ces 30 dernières années. C'est quand même l'explosion des prix du privé. Donc là où on pouvait dire, aujourd'hui, on voit des gens qui ont 30, 40 ans, 50 ans, qui disent, moi, mes parents, ils étaient dans le logement social, puis après, ils ont pu aller dans le privé, ils ont acheté, etc. Il y a toute une partie de la population pour lesquelles ça n'est plus possible. On regarde beaucoup ce qui s'est passé sur les loyers du logement social, mais on ne voit pas que ces parcours-là qui servent de modèle, ils ne sont aujourd'hui plus possibles. Aujourd'hui, une famille modeste de l'Île-et-Roses ne peut pas acheter à l'Île-et-Roses. Moi, je vis aussi en région parisienne, je vois très bien ce qui se passe sur ces marchés-là. Donc, ce modèle-là, il faut peut-être se dire que si on n'arrive pas, et moi je pense que ça va être très compliqué, à revenir en arrière sur le prix d'un certain nombre de marchés privés, eh ben, on n'arrivera plus complètement à le produire. Et donc, il y a des gens qui, effectivement, c'est peut-être d'ailleurs un regret, hein, parce que d'autres sujets se poseront à la retraite, etc. Mais ils vont être logés tout au long de leur vie dans le logement social. Et ce ne sera pas le signe d'un échec. Ce sera le signe simplement que le marché privé a explosé. Je pense qu'il faut vraiment le dire et pas culpabiliser celles et ceux qui n'arrivent pas à sortir pour accéder à la propriété. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils n'auront pas, l'ancien maire de Clichy, Claude Dillin, le disait souvent, qu'ils ne doivent pas avoir un parcours dans le logement social. Ce n'est pas forcément l'assignation à résidence dans le quartier. Mais je pense vraiment qu'il faut y penser quand on fait ces comparaisons. Le deuxième point, en revanche, et là je veux vraiment rassurer tout le monde, c'est un locataire qui provoque des nuisances dans l'immeuble. Ce n'est pas une fois tous les 3 ans qu'on va voir si éventuellement on le sanctionne. C'est-à-dire un bailleur, s'il y a un locataire qui provoque des nuisances dans l'immeuble, la stratégie, c'est le dépôt de plainte immédiat. On n'attend pas 3 ans. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il faille réexaminer les trucs à 3, 6, 9. S'il y a un problème, on le traite tout de suite. Et d'ailleurs, on peut même, si jamais le problème est récurrent et pose des problèmes pour tout le monde, on peut même aller jusqu'à demander au juge la résolution du bail. Donc, il n'y a pas de doute et de difficulté sur ce point-là. Voilà, donc je voulais juste préciser ce point. Vincent Gendrin et après Romain Biessy sur... Je ne sais pas s'il y a des témoignages de mes collègues élus, mais pardon, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai vu une expulsion sur ma commune, c'est quand il y a eu, avec preuve et image, une tentative d'assassinat du gardien. Là, le juge a donné suite.
les bailleurs portent plainte de plus en plus, vous avez raison de le dire. Mais comme on judiciarise la plainte, ça prend un temps fou pour solutionner le problème, et en attendant, vous avez les nuisances qui continuent, et bien souvent, le juge ne va pas jusqu'à l'expulsion. Si on était sur quelque chose qui était à l'échelle du contrat, c'est-à-dire que finalement, tous les 3 ans, on peut ou pas réviser le contrat directement entre le bailleur et son locataire, on déjudiciarise en très grande partie, et ça faciliterait énormément la capacité pour les bailleurs à inverser le rapport de force. Je voudrais qu'on revienne un peu sur notre thème central de la décentralisation, parce qu'évidemment ça en fait partie, mais on s'éloigne un petit peu avec cette... C'est juste un mot quand même, dire que moi je stigmatise personne sur le fait de rester ou pas dans le logement, c'était pas mon propos. Moi je pense que ce qui était possible à mon époque, vous avez raison, ne l'est plus aujourd'hui, et c'est pour ça que moi j'en fais un défi. J'en fais quelque chose qu'on doit pouvoir faire. Le BRS peut aider, il y a d'autres solutions. Et la décentralisation pourrait aider à le faire. Voilà, Romain Biessy, en revenant justement sur cet aspect de décentralisation et cet équilibre à donner entre les logements sociaux, le parcours que ça peut avoir. J'y reviens tout à fait, et en même temps, j'ai pris beaucoup de plaisir au débat, parce qu'on a vu de la décentralisation, on a touché en fait ça touche beaucoup de points finalement. Ça touche beaucoup de points, puis on a touché le cœur, en fait, la question du vivre ensemble. Et la question du peuplement, et qui est déterminante de toute façon, et qui est aussi de la responsabilité des collectivités sur ce que j'appelle le courage politique. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse historique qui dit que les conditions du privé, de toute façon, ont un impact direct sur le logement social. Sur le logement social, et puis sur le fait que des locataires sont captifs. La CSF part du principe que l'important, c'est de laisser le choix, et de surtout ne pas stigmatiser. Et puis attention, le bailleur social, ce n'est pas l'appendice de la Cour de justice qui développerait en fait des sanctions par rapport à des troubles de l'ordre républicain. On reste dans le contrat dans le contrat locatif, on reste dans la notion du trouble de voisinage. Il y a trouble de voisinage dont acte. Il y a délit, la République sait sanctionner autrement que de demander à un bailleur social d'être l'instrument d'une supra-justice, comme on peut avoir des fois des dérives. Mais je voulais revenir sur l'autre sujet. Moi, ce que j'attends des quartiers, c'est de renforcer leur attractivité. J'attends pas qu'un quartier, tout d'un coup, sorte d'un label HLM pour devenir tout d'un coup un label privé qui serait, lui, taxé de toutes les vertus. Non, non, non. Un quartier bailleur social, quand on part du principe que le logement social est un logement comme les autres et c'est un logement de qualité, eh bien, ce qu'on demande aussi, et les collectivités s'y emploient lorsqu'elles ont les moyens, c'est de renforcer l'attractivité des quartiers. Le logement HLM en France, après 1945, était symbole de progrès, de technologie, de confort. Il était porteur d'une valeur positive. On a eu un tournant qui a accompagné la crise économique. Bon, actuellement, c'est l'attractivité des quartiers qui doit être renforcée. Et le b.a.-ba pour renforcer l'attractivité des quartiers, c'est de renforcer et améliorer l'offre scolaire. Le bouche à oreille des parents d'élèves sur le fait de vouloir rester dans un quartier lorsqu'ils sont en situation d'ascension sociale. Pourquoi ils restent dans le quartier? C'est parce qu'ils sont satisfaits de l'offre scolaire, qui est déterminante. Donc on voit bien que c'est un maillage. Et je rajouterais même un point, parce que là, on voit bien que la décentralisation côté logement, ça appelle d'autres sujets. Et pour faire écho à ce qu'on disait hier dans une étude, beaucoup de séparation. Un logement, ça devient 2 logements. C'est aussi répondre à ces évolutions de société. Je ne sais pas si... Juste une toute petite conclusion. Je voulais rester sur un autre paradoxe. Juste un petit. On est tous d'accord là de dire la décentralisation c'est important parce qu'on se rapproche du lieu de décision. Des réalités locales. J'interpelle le Congrès. La fusion des organismes HLM. C'est l'inverse. On éloigne de plus en plus le locataire, ses représentants, l'ensemble des collèges qui participent au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des SA d'HLM, on les éloigne des lieux de décision en faisant des groupes de plus en plus étendus sur les territoires. Donc je remarque d'un côté sur les collectivités une légitime demande ou un légitime accès à cette décentralisation et paradoxalement,
pour des injonctions de trésorerie et d'accumulation de capacités de finance, eh bien, on fait l'inverse sur le regroupement des organismes HLM. Merci. Une réaction, Nathalie Appéré. Après, je demanderai à Marianne justement sur ce point-là. Et puis, en conclusion, puisqu'on approche, on était déjà à la fin. Alors, oui, deux réactions là. Sur votre question, effectivement, sur la question de la démographie. Voilà, s'adapter à la société. Il y a des besoins de plus en plus importants. Alors, il y a des besoins qui sont qualitatifs. Je pense à la question du vieillissement, par exemple. Et puis, il y a des besoins qui sont effectivement purement quantitatifs. Il faut aujourd'hui, dans une ville comme la mienne, à population constante, 2 fois plus de logements pour les loger. C'est la réalité du desserrement des ménages. Et pour revenir sur cette idée d'un parcours résidentiel qui est grippé à tous les niveaux, c'est qu'effectivement, si les sorties du parc HLM se font de plus en plus difficilement, c'est parce que l'accession, nonobstant les dispositifs type OFS, BRS que chacun essaie de mettre en place, est de plus en plus difficile et qu'on a une crise de la solvabilisation de la demande. Et de ce point de vue quand même, la suppression de l'APL accession, ça n'a pas aidé, redisons-le, et le recentrement du PTZ aujourd'hui dans le cadre du nouveau zonage flash va être à nouveau un coup porté aux questions d'accession. Et on a un besoin aussi de pouvoir travailler sur le prix du libre. Et en ce qui nous concerne, par exemple, la question du foncier, parce que dans les déterminants des coûts de la construction, il y a la question du foncier. Nous, à Rennes, on vient d'adopter un programme local de l'habitat dans lequel on ne cédera plus les fonciers publics pour que le sol reste un bien commun, de manière à pouvoir continuer à faire baisser, et puis à faire baisser les prix par ailleurs. Et là, voilà typiquement, et je reboucle, voilà un sujet de décentralisation et de différenciation. Tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ça. Aujourd'hui, il y a des obstacles pour moi qui sont juridiques, législatifs et réglementaires pour pouvoir aller au bout de cette idée-là. Et si on revendique de la territorialisation, c'est non pas, et chacun l'aura bien compris, pour que l'État ne se sente plus impliqué ou comptable de ce qu'est cette crise de logement, mais bien pour aller au bout d'un certain nombre d'outils qu'on pourrait mener de manière intelligente sur les territoires. Un petit mot, Thierry et Michel, et puis après je laisserai Marianne conclure. Alors, comme c'est un petit mot, moi je veux redire une chose pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les maires de France, ils veulent continuer à construire du logement sur leur territoire. Ils le veulent parce que c'est nécessaire, parce que l'accès au logement, c'est effectivement la première dignité, c'est le parcours vers l'émancipation, le parcours de vie qui est rendu possible parce que vous avez accès à un toit. Donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il faut que l'État nous aide aussi à réhabiliter l'acte de construire en France. Car aujourd'hui, l'acte de construire, il faut le dire, est plus difficile à faire admettre à la population, et notamment la population qui a déjà un toit. Oui. Voilà. C'est normal, quand on est servi, on n'a pas envie d'être dérangé. Oui, mais je vous assure que quand vous êtes maire, ça vous rend la tâche plus difficile. Donc l'État doit lui-même dire qu'il faut construire en France. Je veux dire que la décentralisation, les maires de France sont pour, mais ils ne sont pas pour l'abandon du politique du logement. Je prends un seul exemple. Il y a une étude qui a été faite dans le travail de François Rebsamen, il y a quelques mois, qui montre que sur les opérations de construction de logements mixtes en France, les recettes induites sur la commune, dans 91% des cas, sont inférieures aux dépenses que la commune va devoir engager pour accueillir les familles scolaires, périscolaires, jusqu'au bout de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'acte de construire coûte à une commune, Et, chers amis du mouvement HLM, c'est d'autant plus vrai quand l'opération, elle a beaucoup de logements sociaux, parce qu'il y a des exonérations de taxes, elles sont nécessaires pour l'équilibre, mais sur le foncier. Donc, il faut aussi une compensation pour les communes, car vous allez avoir des maires de plus en plus en difficulté pour équilibrer leur budget. Donc, si l'État veut une belle décentralisation, il faut aussi de la perspective budgétaire pour les communes. Merci beaucoup. Michel, rapidement un mot. Oui, très rapidement. Dire d'une part que la décentralisation a prouvé que ce n'était pas l'inéquité. Qui peut dire que dans le domaine des collèges, des lycées, il y ait plus d'inéquité qu'avant les lois de décentralisation? Qui peut dire que parce que la politique de santé est nationale, n'est pas décentralisée, il y a équité sur l'ensemble du territoire? Donc non, il n'y a pas d'équité nécessairement parce que c'est une politique nationale. Je l'ai dit tout à l'heure,
L'enjeu, c'est bien de dire oui, il faut décentraliser la politique du logement avec un choc de décentralisation, un choc de financement. C'est ça le nœud du problème. Sinon, on n'y arrivera pas. Après, effectivement, il faut construire plus parce qu'il y a de nouveaux modes de vie. Vous le disiez tout à l'heure, quand il y a une séparation, on passe de 1 à 2 logements. Il y a de moins en moins d'habitants par logement. C'est une réalité sociétale qu'il nous faut intégrer. Et puis, il y a, c'est vraiment 30 secondes, un autre enjeu extrêmement important dont on parle trop peu, c'est l'aménagement du territoire. Tout à fait. L'aménagement du territoire, parce que tout le monde n'a pas vocation à vivre dans les métropoles et dans les métropoles de l'Ouest. On peut très bien vivre au centre de la France, dans l'Est de la France, dans des régions, dans des départements où il y a une tension moins forte sur le logement, mais ça suppose une politique d'aménagement du territoire. Avec une vision globale. Je pourrais dire que le président de la République pourrait nommer un haut commissaire à l'aménagement du territoire qui nous ferait des propositions. Ben voilà une proposition, pourquoi pas. Merci beaucoup. Marianne, un petit mot pour conclure un peu les échanges sur cet aspect du choc de décentralisation. Oui, peut-être d'abord reprendre un petit peu l'idée qu'évoque Michel et qu'évoquait tout à l'heure Nathalie Appéré, qui est la question de la planification. On voit bien que de toute façon, la décentralisation ne doit pas nous priver d'un vrai exercice de planification sur la question du logement. Et c'est rendu impératif par les politiques d'artificialisation, de lutte contre l'artificialisation des sols. C'est aussi rendu impératif par la réflexion autour des besoins. Ça a été dit, le desserrement des ménages, la question migratoire, parce que ça reste un sujet quand même en termes de besoins qu'il faut prendre en compte, la question de la lutte, de la résorption de l'habitat insalubre, etc. Il faut une planification et sans doute aussi c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui pour rentrer dans la discussion complètement sur la décentralisation, c'est de se dire bon on décentralise mais pour aller où ? Voilà, ça, la visibilité, c'est vraiment. Deuxième point, on voit bien que de toute façon, il y a beaucoup de. Hier, le ministre parlait décentralisation. On va sans doute continuer à entendre parler décentralisation, mais décentraliser. Moi, des fois, on me dit l'USH est-elle pour ou contre la décentralisation de la politique du logement ? Je dis mais c'est énorme comme question parce que on décentralise quoi ? On décentralise à quel niveau ? On le finance comment ? Et on fixe quel garde-fou ? Parce que nous, en revanche, il y a quelque chose dont nous sommes sûrs, c'est la question des garde-fous. Les trois premières questions, d'un certain point de vue, c'est un débat qui doit s'organiser entre l'État et les collectivités locales. En revanche, la question des garde-fous, nous, dans notre position, évidemment, nous y sommes attentifs, c'est la question de l'égalité territoriale de la répartition du logement social, c'est la question de la loi SRU. Très clairement aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il n'y a pas de territoire où il n'y a pas besoin de logement social. Il n'y a pas de territoire où il n'y a pas des gens qui ont des ressources modestes, qui ont du mal à se loger dans le marché privé. Donc il n'y a pas de territoire qui n'ont pas besoin de logement social. Et de ce point de vue-là, il nous semble que la question de la SRU, c'est une question déterminante qui doit être garantie partout. Et puis le deuxième point, parce qu'on parle souvent des politiques d'attribution, bon, je sais évidemment, et les élus locaux, ils connaissent bien leur territoire, et ils savent sans doute très précisément à qui on doit prioritairement attribuer des logements. Mais nous, on sait aussi qu'il y a des demandeurs qui ne sont de nulle part. Il y a 85% des demandeurs qui sont des demandeurs issus du territoire. Donc là, je dirais, voilà, organiser les priorités, savoir s'il faut prioriser sur les infirmières parce qu'il y a un hôpital juste à côté, sur les salariés de l'entreprise machin parce qu'on est en train de réindustrialiser dans ce champ d'activité. D'un certain point de vue, ça relève du local. En revanche, il y a des gens qui ne sont issus de nulle part. Les sortants d'ASE, les sortants de prison, les migrants, et qui sont éligibles au logement. Les gens qui sont les migrants, qui sont passés par le processus d'hébergement et qui sont éligibles au logement. Ceux-là, on le sait, nous, s'ils ne sont pas portés, soutenus par des politiques nationales, ils ne seront pas prioritaires localement et on peut le comprendre. Et on est aussi les garants, et on doit être les garants de l'équité de traitement de ces demandeurs. Et donc ça aussi, pour nous, c'est un garde-fou. Et puis je finirai sur un point, parce qu'au fond, on voit bien que là, on parle de décentralisation, on rentre dans le sujet, et peut-être c'est ça là. On voit bien là, j'entendais Thierry Repentin dire nous les maires on aurait envie, évidemment on est favorable. Et en même temps il y a cette petite appréhension parce que c'est vrai que la politique du logement elle a tellement peu suscité d'intérêt ces dernières années de la part du gouvernement. Bon là les choses ont l'air de reprendre un peu, mais cet intérêt se formalise beaucoup en disant je vais décentraliser. Donc il y a un petit peu l'inquiétude que plutôt que ce soit une décentralisation active, ce soit une décentralisation entre guillemets pour passer la patate chaude, et notamment la patate chaude du financement et des aides à la pierre. Je comprends que vous soyez inquiets parce qu'au-delà de 2024, on ne sait pas encore vraiment comment on va les financer, donc je comprends votre inquiétude. C'est assez légitime, et c'est peut-être ces ambiguïtés-là qu'il faut lever pour mettre vraiment sur le chantier le débat de la décentralisation des politiques du logement. Merci beaucoup. Donc besoin de visibilité pour un petit peu calmer les inquiétudes qu'il y a, un choc de décentralisation
décentralisation souhaitée, mais précis et un peu discuté avec vous. Merci beaucoup à vous toutes et tous pour tous ces débats. Ça demande beaucoup de détails et beaucoup de précisions encore. Merci beaucoup pour cette table ronde.